Continuum, c'est un projet que nous avons présenté dans le cadre d'un appel France 2030 consacré aux industries culturelles et créatives et dont l'intitulé était Expérience augmentée du spectacle vivant. Donc il y a eu un certain nombre de candidatures dans le domaine justement visuel et nous nous sommes concentrés dans la dimension sonore. Donc c'est un projet qui est porté par l'IRCAM, je vais vous en dire un peu plus sur l'IRCAM, avec également deux partenaires, donc Amadeus qui est un fabricant de haut-parleurs, mais aussi qui commercialise sous licence IRCAM donc un dispositif qui s'appelle Holophonics, qui permet la diffusion multicanale et qui a déjà été vendu dans un certain nombre de grandes salles, par exemple au Palais des Papes à Avignon, ou le Théâtre de Chaillot à Paris, ou le Festival d'Aix, etc. Et puis Virtuose, qui est une jeune start-up qui s'intéresse donc à la diffusion notamment de spectacles à partir de techniques de réalité virtuelle. Et donc le programme est opéré par la Banque des Territoires pour France 2030. Donc quelques mots sur l'IRCAM. Je vais d'abord commencer par vous introduire l'IRCAM, puis d'où nous sommes partis dans nos recherches et développement sur la spatialisation sonore, pour ensuite nous concentrer sur les objectifs du projet Continuum. Donc l'IRCAM, vous le savez peut-être, a été fondé dans le cadre du projet du Centre Pompidou en 77, mais c'est une institution distincte du Centre Pompidou, qui a été fondée par Pierre Boulez, sous tutelle du ministère de la Culture. Et la vision de Boulez à la fin des années 70, c'était de créer un lieu qui réunissent artistes, scientifiques et ingénieurs pour leurs bénéfices réciproques. Et c'est vraiment toujours la logique de l'IRCAM aujourd'hui. Donc, à la fois avec cette vision que le renouvellement de l'expression musicale passerait par l'évolution des sciences et technologies, mais également du point de vue des ingénieurs et chercheurs. Donc, la création artistique comme un challenge particulier, hein, comme un objet de recherche singulier, et puis la technologie comme vecteur principal d'articulation entre les deux. Donc voici quelques vues de l'IRCAM, donc à proximité du centre Pompidou, donc le bâtiment de l'IRCAM. Ici, donc une maquette du bâtiment de l'IRCAM où on voit le bâtiment en superstructure, mais également des studios en sous-sol qui, vous voyez, sont complètement isolés du reste, hein, qui sont sur silent block. Ici, une chambre anéchoïque qu'on voit plus en détail ici. Et puis ici, notre espace de projection, qui est un espace à acoustique modulable, donc doté de panneaux qui peuvent tourner autour d'un axe avec des panneaux réfléchissants, absorbants ou diffusants. Et on peut donc modifier complètement l'acoustique de la salle, d'une acoustique complètement sèche ou réverbérante avec un temps de réverbération de 8 secondes. Les principales activités de l'IRCAM sont d'une part la recherche et le développement. Donc nous hébergeons un laboratoire qui s'appelle Sciences et technologies de la musique et du son, que j'ai fondé il y a à peu près 30 ans en lien avec le CNRS, et également Sorbonne Université nous a rejoint, qui comporte environ 130 personnes, donc à la fois des chercheurs de l'IRCAM, du CNRS et des professeurs de Sorbonne. Et donc nos recherches portent sur un large spectre disciplinaire en lien avec le son et la musique, qui va de la physique, donc l'acoustique, hein, la génération du son, les systèmes multiphysiques, jusqu'aux aspects sciences humaines, musicologie, et en passant par un cœur de métier qui est le traitement de signal et l'informatique. Et une spécificité de notre labo, c'est le développement technologique, c'est-à-dire que nous avons des ingénieurs dans les équipes de recherche qui produisent des logiciels qui intègrent de manière incrémentale les avancées de la recherche et qui sont utilisés au fur et à mesure par la deuxième activité de l'IRCAM, qui est la création artistique, où là, l'IRCAM accueille un certain nombre d'artistes de référence dans ses studios, dotés des dernières technologies de l'IRCAM, donc pour créer des œuvres non seulement dans le domaine de la musique, mais également des arts de la scène, des installations, etc. Donc en gros, 30 œuvres créées par an et produites aussi par l'IRCAM en public, en association, en coproduction avec un certain nombre de partenaires en France, à l'étranger. Et notre festival manifeste tout le mois de juin, où sont présentées notamment donc, les nouvelles créations. Et puis une activité de pédagogie, de documentation et d'action culturelle. Donc nous collaborons avec divers établissements pour des formations supérieures, à la fois pour des ingénieurs, donc ATIAM, acoustique, traitement de signal et informatique appliquée à la musique. Donc là, nous prenons des ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs et nous les formons spécifiquement aux différentes sciences et technologies du son et de la musique, un cursus de master de composition en lien avec le Conservatoire de Paris, Conservatoire de Lyon, etc. Et puis un cursus de design sonore aussi que nous avons ouvert il y a
déjà, je ne me rappelle plus exactement, mais bien une dizaine d'années, en lien avec l'université du Maine au Mans, et donc une école de design au Mans. Et puis donc, formation professionnelle sur les différents logiciels que nous produisons, et action culturelle à destination donc d'écoles, collèges, lycées, etc. Quelque chose qui peut aussi intéresser les ingénieurs du son qui nous écoutent, c'est que nous avons une structure qui s'appelle le Forum de l'IRCAM et qui diffuse les technologies que nous développons en interne auprès d'un large cercle d'utilisateurs, puisque aujourd'hui le Forum IRCAM compte 50 000 membres dans le monde et qui bénéficient au fur et à mesure donc, de l'accès aux technologies que nous développons, soit gratuitement, soit par un abonnement très, très modeste. Et nous avons donc évidemment des artistes, des ingénieurs du son, des designers sonores, des chercheurs, développeurs et aussi des industriels qui se servent de nos technologies pour prototyper des produits. Et voici comment ça se présente. Donc, ça se présente par technologie. Donc, vous voyez des types de technologies pour le traitement, synthèse sonore, pour le traitement vocal, pour l'improvisation, la co-créativité homme-ordinateur, la composition step-ordinateur, etc. Et nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les aspects de spatialisation sonore. Donc, les recherches sur la spatialisation sonore à l'IRCAM vraiment comprennent toute cette chaîne de travail, de la captation de scènes sonores tridimensionnelles, leur modélisation numérique, leur simulation et leur reproduction à partir de différents systèmes. Les champs d'application à l'IRCAM, depuis des années, c'est d'abord ce que nous appelons les œuvres mixtes, c'est-à-dire des œuvres qui associent conjointement des instruments qui jouent sur scène en live avec des dispositifs électroacoustiques qui étendent les possibilités sonores et instrumentales, donc des instruments sur scène, soit par des traitements sonores temps réel, soit par des synthèses aussi qui sont déclenchées en temps réel, etc. Et donc la dimension de spatialisation aujourd'hui est vraiment transversale à tout ce qui se produit à l'IRCAM. Évidemment, dans ce contexte-là, spatialisation multi-haut-parleurs en situation de concert. Et ces technologies sont aussi appliquées à d'autres cadres de production, des installations sonores et des post-productions, son, vidéo, etc. Donc la technologie que nous produisons depuis maintenant plusieurs dizaines d'années et brevetée s'appelle SPAT. Et c'est une approche tout à fait originale qui offre une représentation perceptive d'une scène sonore tridimensionnelle avec des sources, différentes sources disposées dans l'espace, caractérisées par leur position, leur orientation, et des caractéristiques de salle, mais qui sont définies non pas par la géométrie, mais par un certain nombre de critères perceptifs, donc qui résultent d'études qui ont été faites dans ce domaine. Et l'intérêt, c'est que c'est une représentation indépendante de format de reproduction, et donc, on peut produire, par exemple, un concert en multicanal, et ensuite, il est très facile, après, d'en faire un disque, par exemple, un enregistrement, par exemple, en stéréo, en transoral, en 5.1 et autres. Et donc, vous voyez les différents formats ici de reproduction qui sont permis par le SPAT. Donc, j'y reviendrai plus particulièrement donc, sur HOA, Higher Order Ambisonics, mais également des réseaux, par exemple, de haut-parleurs, Wavefield Synthesis, etc., ou des formats objets, ADM ou Dolby. Je pourrais revenir si vous avez des questions là-dessus. Donc voilà une démo très, très brève ici d'une interface d'une version du SPAT que nous avons fait industrialiser par un de nos partenaires, Flux, qui s'appelle SPAT Révolution, et qui reprend cette représentation ici d'une scène sonore tridimensionnelle. Tous les points ici, ce sont des sources sonores. Vous avez l'auditeur au milieu, et vous avez deux vues différentes. Ici, c'est une vue de dessus, et ici, une vue de derrière de la personne. Et vous allez voir au fur et à mesure des sources qui bougent dans l'espace, et j'espère que vous allez entendre la stéréo de là où vous êtes. On peut faire tourner la scène aussi. Alors bon, là, on peut faire une commande par automation ou une commande manuelle des sources, hein, on peut les saisir et les déplacer. On peut aussi, il y a aussi des protocoles de messages, hein, ça peut être contrôlé par n'importe quel séquenceur, etc. Alors, une autre version de ces technologies a été réalisée par une application qui s'appelle Panoramix,
Là, c'est une application qui permet de faire du mixage de différents types de sources très complexes, puisqu'on peut avoir vous savez, par exemple ici, un arbre HOA ambisonique doté de multiples microphones, etc., ou des entrées plus traditionnelles, stéréo ou autres, ou 5.1, etc. Et le système se débrouille après pour faire un mixage de toutes ces sources et dans les formats aussi que vous souhaitez. Alors, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance du format ambisonique, donc je vais vous en donner quelques éléments. Donc, c'est un format donc, qui permet de représenter le champ acoustique dans une sphère qui entoure un auditeur. Donc, le champ acoustique, c'est un scalaire hein, sur tous les points de cette sphère. Et on peut décomposer en fait le champ acoustique sur une base qui s'appelle les harmonies sphériques à différents ordres, et nous avons donc une représentation scalable. À l'ordre 0, nous avons simplement un microphone omnidirectionnel hein, qui capte donc ce qui vient de tout autour. Ici, nous avons un système qui nécessite plusieurs microphones, hein, en l'occurrence 4, et qui déjà capte les trois directions principales. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans l'ordre de décomposition de la base, nous avons de plus en plus de finesse de résolution spatiale. Et le nombre de canaux qu'il faut pour un ordre, n, c'est n plus 1 au carré. C'est-à-dire qu'à l'ordre 0, vous avez un canal. À l'ordre 1, vous avez donc le canal 0 plus 1, ça fait 4, etc. Et donc, actuellement, nous produisons et nous avons des systèmes de diffusion qui vont jusqu'à l'ordre 9. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Ça n'est pas toujours nécessaire hein, selon les conditions de réception, etc. Ici, vous avez un exemple de micro qui capte une scène ambisonique. Ici, c'est une version de 32 canaux d'Iconmac, de MH Acoustique. Ils sont en train de sortir un proto à 64 canaux. Et donc, c'est une sphère. Et également, le principe après de diffusion. Donc, on peut capter comme ça une scène sonore tridimensionnelle centrée dans ce point, et on peut après la restituer dans une sphère de haut-parleurs. Et ici, par exemple, c'est un hémisphère qui a été portable, qui a été conçu par l'IRCAM, qui permet de diffuser des œuvres auprès d'un public de taille limitée. Et donc, HOA devient pour l'IRCAM un format de production tout à fait important. Et c'est aussi un format scalable, donc c'est-à-dire qu'on peut très bien produire à un certain ordre et rendre ensuite à un ordre inférieur selon la configuration de rendu qu'on a. Et c'est un format libre de droit, non tout à fait, c'est un format mathématique hein, qui est non propriétaire, et aussi en termes de souveraineté technologique, c'est aussi important. Alors maintenant, j'en viens à Continuum. Donc, Continuum se fonde sur 40 ans de technologie audio à l'IRCAM et donc d'un certain nombre de collaborations industrielles, etc. Et on se concentre ici sur le binaural et HOA que je viens d'introduire. Donc l'enjeu ici, c'est de proposer une innovation technologique à l'état de l'art international, se basant sur ce format HOA non propriétaire, en adressant toute la chaîne, à la fois donc amélioration de l'expérience utilisateur en salle, donc en partant de ce qui existait à l'IRCAM et en allant au-delà en termes de fonctionnalité, donc à partir d'une diffusion de systèmes multi-haut-parleurs. Et puis la chose tout à fait nouvelle, c'est cette fois un rendu d'une scène donc, qui existe dans une salle de spectacle à partir d'un dispositif interactif à base de réalité virtuelle, donc en rendu binaural interactif. Et ça, on a développé donc, des technologies spécifiques pour ça. Et aussi ces techniques, comme je le disais déjà, le système holophonics d'Amadeus était déjà diffusé dans de grandes salles, et l'enjeu, c'est de le rendre accessible de manière plus simple à des salles qui disposent de moins je dirais, de techniciens, de personnes formées. Donc voici un résumé des objectifs techniques du projet. Donc sur l'aspect diffusion d'une scène qui se passe en live à distance à partir d'un dispositif en réalité virtuelle. Donc on a été amené à réaliser un certain nombre de procédures classiques, hein, par exemple processus de calibration individuelle pour le rendu binaural, puisque chacun nous avons des filtres différents. Hein, donc on a développé un processus comme ça. Et surtout ici, puisque le format de production est un format HOA, nous avons développé un transcodeur qui est vraiment à l'état de l'art international de la recherche, hein, en termes de qualité de rendu, c'est-à-dire un transcodeur qui part d'une diffusion multicanal HOA au niveau de l'auditeur. Donc on stream, si vous voulez, le signal HOA multicanal jusqu'à l'auditeur, et ensuite, dans le système de réalité virtuelle de l'auditeur, on le transcode en un flux binaural
en fonction évidemment, de ses déplacements, de l'orientation de sa tête, etc., en temps réel. Et donc cet algo, ça c'est une technique, une technologie importante à mentionner. C'est une entreprise canadienne hein, qui développe cette technologie WISE, qui permet de développer des systèmes de spatialisation multicanal qui tournent sur les environnements Unity, Unreal, alors que ceci ne permettait pas jusqu'à présent de gérer autant de canaux. Voilà, et l'autre approche, c'est cette fois pour le concert, hein, comme je le disais, donc avec Amadeus, une diffusion multi-haut-parleurs. Donc, on a travaillé sur des encodages HOA de nouveaux microphones, donc y compris ces nouveaux microphones 64 canaux qui vont sortir bientôt. On aide donc les salles à se calibrer automatiquement, ne serait-ce qu'en termes à la fois de délai et d'intensité, hein. Il n'y a pas des réglages à faire manuellement. Et ensuite, les deux innovations principales que nous développons, c'est d'une part une réverbération hybride tridimensionnelle qui permet de simuler une salle existante dans une autre. Je vais y revenir plus en détail. Et d'autre part, des techniques d'acoustique active qui donc associent des microphones disposés tout autour dans la salle et des haut-parleurs pour compenser l'acoustique de la salle. Donc, c'est vraiment les deux aspects principaux que nous développons. Et aussi, Amadeus a développé, conçu dans le cadre du projet, des haut-parleurs optimisés pour une diffusion spatialisée. Voilà. Je reviens juste sur un des aspects qui est cette réverbération hybride 3D qui permet de simuler l'acoustique d'une salle dans une autre. Pour ça, il y a différentes étapes. Il faut d'abord capter une réponse impulsionnelle de cette salle. Et ici, ce sont des réponses impulsionnelles multicanales que nous captons. C'est-à-dire que d'une part, nous avons une source multi-haut-parleur à certains endroits de la salle, et d'autre part, un microphone, comme on l'a vu, un microphone, par exemple, 32 capsules. Et donc, on va capter une réponse impulsionnelle multicanale de cette source à ce récepteur, hein, une réponse impulsionnelle MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Ensuite, il y a tout un ensemble de traitements qui vont intervenir, de débruitage, je pourrais revenir sur le sens que ça fait. On aboutit à une réponse impulsionnelle multicanale, et ensuite, pour le rendu HOA dans une salle, bah, d'une part, il faut avoir déjà, puisqu'une salle, ce n'est pas une disposition sphérique idéale, donc il a fallu déjà avoir un processus de transcodage entre cette sphère idéale et puis la salle concrète, hein. Donc on a des matrices de transcodage, je dirais, déjà à cette étape. Et ensuite, on fait simplement, simplement entre guillemets, hein, une convolution 3D dans le domaine HOA entre notre format de production HOA et cette réponse impulsionnelle HOA pour ce rendu. Et donc, ça a déjà été expérimenté dans différents contextes. Par exemple, nous avions capté l'acoustique d'une église à Rome, hein, qui était une des premières églises où il y a eu une conception spatiale, et ça avait été rendu à la Cité de la Musique à Paris. Voilà, j'ai essayé d'être très synthétique dans cette présentation. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps, mais ah oui, j'ai juste terminé en disant que le projet, c'est pas seulement de la R&D, mais c'est expérimenté dans des productions artistiques. Donc pour la partie VR que j'ai évoquée, nous avons déjà produit une démonstration en novembre dernier avec donc une œuvre qui était produite à l'IRCAM et dans d'autres salles et à distance. Donc un streaming HOA temps réel de ce qui se passait et la possibilité de l'expérimenter individuellement avec un dispositif VR Unreal. Euh, un autre projet que nous avons, c'est le projet Janus, hein. Vous savez, Janus, c'est le dieu qui est à la fois tourné vers l'arrière et vers l'avant. Donc ici, la possibilité dans une même salle de jouer à la fois des œuvres contemporaines et des œuvres baroques. Et en l'occurrence, ici, nous travaillons avec la maîtrise de Versailles. Et donc, avec la chapelle du château de Versailles, nous avons capté, comme je l'ai indiqué, la réponse impulsionnelle de cette salle et nous la rendons donc dans l'espace de projection de l'IRCAM, dans un spectacle qui conjoint donc des œuvres contemporaines et des œuvres baroques. Il y a déjà eu une première édition en juin 23 et nous aurons un prochain concert en avril 24. Et enfin, un dernier projet artistique que nous avons, c'est de recréer l'acoustique d'une église qui est disparue au sein de l'abbaye de Royaumont. Nous avons des éléments architecturaux, nous allons pouvoir donc resynthétiser l'acoustique et proposer une installation sonore donc dans cet espace avec donc des haut-parleurs qui recréeront cette acoustique. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et maintenant, si vous avez des questions, je serais heureux d'y répondre.
Merci infiniment, c'est superbe. On n'a qu'un seul désir, c'est de venir rendre visite ou d'aller assister à des présentations. Il faut venir vers Toulouse, nous éclairer un peu de tout ça. Bon, Avec plaisir. est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Alors j'étais très vite, hein, donc n'hésitez pas à revenir, parce que là, sur des détails techniques, hein, je ne sais pas si c'était vraiment lisible, peut-être trop rapide ce que j'ai essayé d'expliquer. Bon, on a... Oui, moi j'ai une question. Ah, oui, Oui, pour j'écoute. simuler l'acoustique. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Pour simuler l'acoustique d'une salle, pour reproduire l'acoustique, par exemple, Oui, de la planète Royaumont, euh, pour ma part, je pense que l'acoustique d'une salle n'est pas uniforme. Donc, est-ce que vous faites des oui. choix par rapport, je veux dire, à certains emplacements de la salle qui peuvent avoir une réponse, je parle en termes de réverbération, par exemple, on peut avoir des acoustiques et aussi des réponses en fréquences différentes, suivant qu'on se trouve au centre ou dans un coin ou par Oui. exemple dans une église au début de la nef ou au centre de la nef, etc., etc., on aura toujours des acoustiques différentes en fonction de l'emplacement dans la salle. Donc, Alors, qu'est-ce que vous faites comme choix? vous avez totalement raison, c'est tout à fait pertinent et c'est un verrou scientifique difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, effectivement, on choisit des positions de référence à la fois de sources et puis d'auditeurs pour faire cette convolution. On travaille actuellement, il y a un projet qui est en cours sur des méthodes à base de deep learning pour faire des interpolations, c'est-à-dire, là, on ne sait pas faire ça par un calcul explicite, hein, aujourd'hui. Dans l'état de l'art de la recherche, on ne sait pas mesurer une réponse à un endroit, une réponse à un autre et interpoler entre les deux, etc. Par contre, aujourd'hui, on met en œuvre des techniques de deep learning appliquées au traitement de signal pour le faire. Donc, on commence à avoir de premiers résultats pour ça. Et sinon, il y a un autre, dans l'état de l'art un peu de ce qu'on fait, il y a aussi une autre approche qui est qu'aujourd'hui, on arrive à caractériser des réverbérations de manière anisotropique. C'est-à-dire que finalement, les modes, hein, qu'on va entendre dans l'aspect réverbération ne sont pas les mêmes selon les directions, les incidences. Et on a aujourd'hui des techniques à base de modulation d'ondes planes qui permettent de caractériser ces différences de comportement de réverbération en fréquence, hein, selon les incidences, et même de le simuler aujourd'hui par ça vient de sortir à l'IRCAM, des réverbérations anisotropiques, c'est-à-dire finalement avec des comportements différents en termes de décroissance et de réponse fréquentielle selon les incidences. Donc voilà un petit peu ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais c'est un problème très complexe que effectivement vous mentionnez. Hmm. Merci. Merci beaucoup. Bon, y a-t-il d'autres questions dans la salle sur cette possibilité de créer dans une salle comme ici, par exemple, je ne sais pas, moi, la Scala de Milan, par exemple. Là, enfin, les conditions de la salle comme une salle d'opéra ou, une salle de l'IRCAM. Alors moi, je peux peut-être vous donner des éléments aussi. C'est que clairement, vous n'arriverez pas à reproduire une chambre anéchoïque dans Notre-Dame, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, moi, Retirer de la réverbération, c'est quand même très difficile, hein. Personne ne sait faire ça. Euh, Par contre, avec l'acoustique active, on a des éléments quand même pour infléchir, pour modifier les caractéristiques d'une salle. Euh, donc c'est la piste qu'on poursuit. Et par contre, on peut rajouter de la réverbération ou agir en ajout par rapport à des caractéristiques mesurées aussi dans l'espace cible, hein, évidemment. bon, merci beaucoup. J'espère que les élèves de l'école d'ici auront beaucoup d'intérêt à écouter ce projet et que peut-être vous recontacterez Monsieur Vinet pour d'autres explications qu'il vous donnera sans doute directement. Voilà. J'espère, hein. J'ai une question. Il y a une question. Oui. Je vais peut-être utiliser mon micro. Ah, mais si vous avez le micro, oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour. Comment vous pensez que ça va se traduire en termes... Est-ce que ça va se démocratiser, en fait? Vous parliez peut-être de l'expérience utilisateur à un moment.
Et de quelle manière, comment voyez-vous l'avenir en fait de la démocratisation de ces systèmes-là, en fait, dans l'expérience d'écoute immersive des auditeurs lambda? Est-ce que vous voyez Ouais, je crois que c'est en train d'arriver très vite et avec Apple, en fait. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la musique, mais déjà, Apple a plus qu'incité, je dirais, les majors et les producteurs de musique à produire aujourd'hui, à passer tout leur contenu qui était en stéréo au format Dolby Atmos. Il y a un accord donc entre Apple et Dolby. Donc ils étaient déjà dans le cinéma. Là maintenant, ils investissent largement le domaine de la musique et même au-delà, hein, puisque dans l'automobile maintenant, Dolby aussi est très présent, etc. Et si vous avez suivi par exemple aussi l'évolution des devices, enfin des casques sans fil Apple, aujourd'hui, on peut déjà, il y a déjà une procédure d'individualisation binaurale basée sur une captation vidéo de votre visage, etc. Et donc, lorsque vous tournez la tête, la scène reste stable, hein. Donc ça, c'est déjà intégré. Et je pense que là, Apple est en train de sortir je ne crois pas qu'il soit encore sorti publiquement, mais un nouveau dispositif de réalité virtuelle. Donc très clairement, des industriels comme ça sont en train de se saisir de ces techniques de VR et pour le démocratiser auprès du grand public. Bon, nous, ce qu'on fait beaucoup plus modestement et au niveau français dans Continuum, c'est déjà une démocratisation qui s'adresse à des salles de spectacle qui ne soient pas les plus grandes salles françaises. Et donc des salles de taille moyenne, etc., aujourd'hui peuvent s'approprier ces techniques et peuvent produire sans dépendre de Dolby, etc., sans dépendre, avec ces formats HOA, hein. C'est ce qu'on essaie de promouvoir. Autre question? Bah, pour continuer, enfin, réagir à ce que tu dis, Pascal, et à votre explication, est-ce que moi je suis assez dubitatif sur la démocratisation vraiment à grande échelle de la spatialisation, même du binaural. Euh, Vous parliez d'Apple, mais de ce que je sais, je pourrais retrouver le papier, mais il y a très peu de corrélation entre les mesures physiques et la réalité transfert fonction, et c'est très difficile justement d'individualiser sans faire des mesures avec des pro microphones. Dans le canal auditif, c'est impossible à faire. Enfin, du coup, moi je trouve que, enfin, a priori, cette espèce de hype, moi j'y crois très peu. Enfin voilà, vis-à-vis de ça, est-ce que vous pensez qu'il y a de la recherche pointue qui existe, qui peut arriver, peut-être rendre ça plus crédible, mais à mon avis, enfin si vous avez essayé, d'ailleurs, je sais pas, l'Apple Air Max, et c'est pas bon quoi, ça marche pas du tout. Enfin, Non, oui, moi j'en ai j'ai des aussi, critiques, je suis mais je d'accord crois un avec. petit peu, par contre, ce que vous faites, Oui, vous oui, non, sur mais j'en ai aussi acheté un pour me faire une idée. Je suis d'accord avec vous. C'est évidemment pas la même qualité de rendu que ce qu'on peut avoir par une écoute naturelle, etc., ou ce qu'on sait faire avec des systèmes multi-haut-parleurs et autres. Mais il ne faut pas négliger quand même ces nouveaux usages qui se développent de plus en plus, hein, de consommation individuelle de scènes audiovisuelles tridimensionnelles. Il y a un vrai marché qui n'est pas seulement le jeu vidéo, hein. Euh, donc, certes, le métaverse à la Facebook, c'était un peu un flop, mais je pense qu'il y a quand même de l'avenir derrière, ne serait-ce que même des événements massifs à distance. Je pense que ça va se développer. Alors, est-ce que ça va être mainstream? Est-ce que ça va effacer le spectacle vivant live, etc. Personne ne l'espère, hein, franchement. C'est des choses qui s'ajoutent plutôt et de nouvelles formes d'expérience. Voilà ce qu'on peut dire. C'est bon, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Virtuose, qui a une proposition un peu ouverte vers des constructions sonores? Alors, Virtuo, c'est une petite start-up, hein, dont, qui se fonde sur la vente de tickets, je dirais, d'accès à des concerts qui se passent, mais à partir d'un dispositif de réalité virtuelle. Voilà, mais ils démarrent tout juste. Voilà, il faut qu'ils valident leur modèle économique, etc. Donc voilà, ils en sont. Mais en tout cas, ils ont développé, dans le cadre du projet, ce dispositif de streaming, hein, qui permet donc de streamer pas seulement sur un réseau local, mais même sur l'Internet, etc.
donc en compressé. Alors là, les premiers essais, il y a peu de canaux, hein. Là, pour ce qui transitait sur l'Internet, pas réseau local, c'était à l'ordre 1. Donc, vous voyez, c'est les premiers essais. Mais au moins, théoriquement, on sait faire transiter un flux HOA en compressé sur Internet et le rendre accessible à un utilisateur et consommer avec une plateforme VR. Voilà, j'avais regardé effectivement le site. Merci d'avoir complété un peu, parce que le site est pas trop clair encore. Et quand l'autre société dont vous avez parlé, Oui, c'est oui, Amadeus, oui. qui propose alors des concerts en salle, c'est ça, si je me Non, trompe pas? non, Amadeus, au départ, c'est un constructeur d'enceintes Ah, et ils ont étendu leur offre avec des systèmes de diffusion multi-haut-parleurs qui intègrent donc les technologies de l'IRCAM. Par exemple, j'ai parlé de Panoramix, donc leur offre Holophonics est sous licence Panoramix de l'IRCAM, par exemple. Et ils diffusent de grandes salles aujourd'hui, donc j'en ai mentionné quelques-unes, pour des concerts haut de gamme, multi-haut-parleurs, au format HOA, WFS, etc. Ils ont installé par exemple un système WFS au Palais des Papes, et aujourd'hui c'est utilisé en live déjà largement dans des concerts et autres, hein. d'accord. Bien. Écoutez, je crois qu'on arrive à peu près au bout du timing que nous étions fixés. On a encore peut-être 2 ou 3 minutes. S'il y a d'autres questions, si vous êtes encore disponible. Je sais que vous avez une autre conférence juste C'est ça. après. Oui, oui. Vous êtes très, très près. On vous J'ai remercie encore 5 minutes. encore 5 minutes. Ah ben, y a-t-il d'autres points? Denis. Écoute, silence dans la salle, je suis un peu étonné. Alors, non, je veux bien alors. Des questions. Pardon. Moi, j'ai quand même tendance à voir, en tout cas, qu'il y a eu une inclinaison, en fait, pardon, excusez-moi, je reprendrai le début. Euh, Dans les années 90, enfin à partir des années 80-90, on a beaucoup évolué sur le matériel, hi-fi, enfin tout ce qui est environnement sonore pour l'écoute de la musique. Et maintenant, moi, je vois que beaucoup de gens, de jeunes, enfin des générations qui me suivent, maintenant écoutent la musique en fait en mono, Moi, je sais. en streaming, en Ouais. MP3, sur des enceintes en Bluetooth. Alors, maintenant, le but du LERCAM, c'est de proposer au public justement des systèmes de l'écoute en multidiffusion. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait d'abord une éducation culturelle sonore à faire, à développer pour justement, moi je pense qu'il y a eu une dégradation de l'écoute plutôt qu'une évolution. Alors écoutez, moi je veux pas être pessimiste, ni sur la jeunesse, et il nous appartient en tant qu'adultes de les éduquer, comme vous dites, de les former, et pour ça, leur proposer des expériences décisives. Et donc emmenez-les à des concerts, pas seulement à l'IRCAM, mais d'ingé son vraiment qui essaient de produire des dispositifs sonores spatialisés et autres. Et parce que l'expérience est toute différente. Moi, je sais que j'ai eu des expériences personnelles avec mes professeurs, etc., qui m'ont influencé durablement. Et donc, il nous appartient effectivement Moi, c'est pareil, j'ai des enfants aujourd'hui grands et ils écoutaient aussi en mono, etc., sur des haut-parleurs pourris leur Ah musique. oui, Voilà. Il y a quand même une information qui passe, mais je dirais que ça renforce d'autant plus l'intérêt de proposer des spectacles qui offrent vraiment un confort de diffusion sonore qui va aussi loin que possible. Vous voyez, c'est pas justement c'est cette différenciation entre peut-être une expérience quotidienne et par ailleurs, quand même, comme je le disais, l'électronique grand public évolue quand même vers des formats aujourd'hui multicanal. Bon, vous savez déjà que la radio japonaise, etc., NHK, ils étaient déjà en 22.2 depuis très longtemps, hein. Nous, on est en 5.1 depuis maintenant très longtemps dans la télé. Mais aujourd'hui, quand même, au cinéma, les formats Dolby Atmos se diffusent, etc.
Et ça participe de la qualité, d'une perception de qualité, même si elle n'est pas explicite, même si elle n'est pas consciente. Ça participe quand même d'une diffusion de qualité, de ce qu'impressionnent les gens. Donc moi, je crois que c'est quand même, c'est quand même par là que passe la création. Et voilà, moi, je suis convaincu bah, il va y avoir un intérêt renouvelé pour ces On possibilités. l'espère tous. Voilà, on est là pour ça en tout cas, et c'est Ouais. notre responsabilité, comme j'essayais de le dire, hein, voilà. C'est vrai qu'un peu les jeunes ont tendance au lieu d'écouter la musique, de consommer. Et c'est un peu n'importe quoi, par n'importe quel goût, avec des qualités assez dégradées, pour souvent, hein. Mais je ne veux pas être pessimiste non plus. Il y a quand même des gens qui Pas faire savent. de généralité non plus. Oui, voilà, c'est bien sûr. Hein. Bon. Eh bien, l'exemple de l'IRCAM devrait les orienter vers des écoutes de Voilà, qualité, c'est de ça, rencontres. donnons-leur des expériences décisives en matière de qualité, de perception sonore spatiale. Voilà, voilà ce qu'on pourrait conclure. Bon, alors, on vous remercie, M. Binet, Bah, moi infiniment. aussi, merci pour cette invitation et désolé, je dois joindre mon autre engagement, mais voilà. Je sais que vous êtes voilà. Vous avez fait un effort formidable pour être présent à Toulouse. On vous reçoit parfaitement. Ça a été un plaisir. Et moi Merci. aussi, J'applaudis. merci et bonne suite. À bientôt.